Voilà quelques images à l'appui. Ici, une image assez utopique, un dragon qui se promène sur la mer. Le voile porte des caractères, un slogan du Combo Navon, Quoi et Haoshang. Plus rapidement, mieux et de façon économique. Le dragon, bien sûr, c'est un symbole de la puissance dans la Chine traditionnelle. Image de plénitude, l'idée qu'on va tous avoir tout ce qu'on veut pour manger tous les jours. Là, il fête encore un an du Grand Bond Navon. Ça, c'est les ouvriers. C'était pas uniquement un mouvement rural. Il y avait aussi beaucoup d'activités en ville, beaucoup de construction. Là, c'est le slogan général du Grand Bond Navon, la commune populaire, etc. Là, le leadership de la commune populaire. Encore des victoires. C'est l'unité du paysan et de l'ouvrier. On a vu celui-là déjà, ça représente la militarisation de la production agricole, de la plénitude. Là, il s'agit d'un étudiant, d'une étudiante plutôt. Je ne sais pas exactement, qui est descendu peut-être pour travailler avec les paysans. Où il y avait des écoles en région aussi. Alors c'est toute la gang qui est là, sous le leadership du parti, à avancer vers la réalisation du Cambon. Encore une fois, l'art, c'est du réalisme socialiste. Tout le monde sourit, tout le monde est très en forme, tout le monde a de très belles dents. Là, c'est l'industrie, le progrès, j'adore les tracteurs. Là, c'est Zhou Enlai, un proche de Mao Zedong, qui prend des notes en discutant avec des paysans. Défilé sous un des slogans du bonbon. Ça, c'est le repas commun. Et si je ne me trompe pas, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de pénurie de nourriture déjà. Les bras des enfants me semblent assez minces. Là, ça représente les filles, les femmes qui s'en vont dans les champs pour remplacer les hommes. Donc, c'est une libération en quelque sorte. Là, tout le monde met son badge. Euh, le Gambon Navon présageait en quelque sorte la révolution culturelle avec le culte de Mao qui va devenir de plus en plus répandu. Les travaux des grandes équipes ou des brigades qui creusent l'irrigation. Même chose, même chose. Et là, Mao Zedong qui fait le tour pour voir comment les travaux avancent. Et donc, pour faire le bilan du Gambon Navon, il y avait d'abord une perte du contrôle central, le résultat des statistiques gonflées. C'est quand même assez surprenant qu'un leadership comme celui du Parti communiste, qui était très pragmatique, qui avait fait des calculs militaires, qui était très terre à terre, finalement le parti se laisse quand même emporter par le vent communiste. Il finit par croire les statistiques qui sont en fait les fruits d'une compétition malsaine entre les communes euh, populaires. Et ils ont même pris les impôts plus élevés, croyant que les régions étaient plus riches.
Les mauvaises récoltes étaient les fruits, en quelque sorte, de l'application erronée des leçons tirées de l'expérience. Donc, c'est-à-dire ces expérimentations pour planter de façon plus dense les semences, qui n'a pas du tout fonctionné. Il y avait également à la fin la mort de 30 à 50 millions de personnes, résultat de malnutrition et de famine. Tout ça a coûté cher au Parti communiste, surtout en termes de prestige. Mao Zedong a dû laisser son poste de président, tout en gardant le gros de son prestige. Le Grand Bond avant avait été aussi la première tentative à faire une révolution à la chinoise. Ça veut dire spécifiquement chinoise et pas communiste ou russe. Et donc c'était un moment important dans l'histoire du nationalisme chinois. La rupture sino-soviétique va s'installer à partir du début des années 60 et ça commence déjà. En fait, ça avait à voir avec la mort de Staline, la réaction de la part de Khrouchtchev à la mort de Staline, la notion que peut-être la Chine allait avoir son jour comme le pouvoir principal dans le monde communiste. Graphiques qui nous ont dit long sur l'impact de la famine. On voit la ligne verte, c'est le taux de naissance. On voit que ça chute de façon radicale au moment du Grand Bond avant. La ligne noire, c'est le taux de mortalité qui fait le même saut, dans la direction opposée. Et en termes de population mondiale, on constate une chute importante au moment du Grand Bond avant, qui nous rappelle justement l'importance de la Chine dans la démographie mondiale. Donc, encore une fois, portrait global de la Chine à la fin du Grand Bond. Le Grand Bond a fini par remettre en question beaucoup des gains réalisés par le Parti communiste. Il y avait une certaine perte de contrôle central qui avait été un objectif très important. Perte de face et prestige, quelque chose que n'importe quel gouvernement va priser. Une population désabusée et beaucoup. Et ils n'avaient pas non plus trouvé le plan de développement économique qui allait faire l'affaire de tout le monde. Donc il restait des éléments de doute dans ce sens-là. La réponse immédiate à la catastrophe qui a été le Grand Bond avant a été un mouvement de retour au contrôle et au plan qui va durer 4 ou 5 ans entre la fin du Grand Bond avant et le début de la révolution culturelle. Mao Zedong était toujours là dans les médias, dans son image figurée dans les journaux, sur les revues. Mais plus tard, il va dire qu'il avait l'impression d'être traité comme un ancêtre parti, un ancêtre mort. Donc, c'est-à-dire que les gens faisaient semblant de lui offrir des choses ou le consulter, mais en fait, il avait l'impression d'être pas mal seul dans son coin. Le leadership quotidien, passé de Mao Zedong à Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, qui vont mettre en route des politiques qui ont ressemblé pas mal à ce que Deng Xiaoping ferait 20 ans plus tard, après la mort de Mao Zedong. Donc, les politiques de base qui ont marqué cette période entre les deux grands mouvements, il y avait du laisser-faire dans le monde rural. Je pense que tout le monde a compris que les communes n'avaient pas fonctionné comme prévu, mais le régime n'était pas prêt à renoncer à la politique des communes. Toutefois, ils ont réduit la taille des communes, c'est-à-dire la comptabilité et la direction est revenue au niveau du village. Donc, il restait quand même la structure formelle créée lors de l'établissement des communes. Mais en termes des activités quotidiennes, la gestion de la production, la gestion de la vie villageoise, c'était pas mal un retour
à ce que la situation avait été avant. Au niveau plus global, l'accent était toujours porté sur le développement industriel, mais c'était moins dramatique. Il y avait un peu moins de pression. Et l'accent était porté à la productivité, non à la politique. Ils ont testé de permettre un peu à tout le monde de profiter des avancées et pas juste les ouvriers, pas juste l'État. Politique secondaire. En matière d'éducation, il y avait un retour au livre et à l'expertise après une période où les rouges, les personnes les plus révolutionnaires, étaient privilégiées dans le champ de l'éducation. Pour ce qui est de la vie intellectuelle, le marxisme était quelque peu repensé pour donner moins de poids aux excès de Mao Zedong. Donc, quelque part, le parti ou certains membres du parti avaient compris que Mao avait pris trop de pouvoir. Il y avait peut-être le risque d'un culte qui serait organisé autour de lui. Et ils ont décidé que c'était pas bien. Il faut dire qu'ils avaient raison. Mao Zedong avait agi de façon assez autoritaire et aléatoire. Il n'a pas respecté la discipline demandée du Parti communiste. Et donc, ceux qui avaient le pouvoir lors de son absence, entre guillemets, ont porté l'accent sur les idées comme le contrôle, la discipline. Et donc, ils sont revenus plus sur Lénine et léninisme pour parler moins de Mao Zedong, volontarisme et le marxisme cynisé. Il y avait également une ouverture vers certains aspects de la tradition chinoise qui rimaient bien avec discipline et contrôle. L'élite du parti était plutôt associée à l'élite mandarine que à des soldats de la guérilla. L'état de cette approche était pas mal bien. Globalement parlant, c'était un succès économique, donc c'est-à-dire que l'agriculture a pu s'en remettre des pires des dégâts assez rapidement. Ils avaient permis aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, le retour minimal des marchés. La notion que le parti ou le gouvernement n'allait pas régler chaque petite affaire euh, de la vente ou de l'achat de la production agricole. Ils ont permis que les marchés soient ouverts de nouveau, ce qui a aidé beaucoup. Malgré le succès, il y avait des questions sociales et ou politiques qui ont perturbé certains, surtout Mao Zedong. C'était question à l'époque d'un certain retour du féodalisme dans les campagnes, ce qui voulait dire que c'est un peu normal. Le parti, le gouvernement était moins présent dans les villages, dans la campagne, et un peu pour demander pardon, le parti décide de permettre aux paysans de faire un peu plus ce qu'ils avaient besoin de faire, ce qu'ils avaient envie de faire. C'est-à-dire lors des mariages, lors des funérailles, qui fassent ça à leur tête et pas forcément en respectant à la lettre la discipline ou les règlements communistes. Et donc, il y avait pas mal un retour, difficile à dire jusqu'à quel point, de la vie traditionnelle en village. Il y avait aussi, en termes de questions ou problèmes politiques ou sociaux, la consolidation du pouvoir de l'élite bureaucratique du Parti communiste ailleurs. Donc, c'est-à-dire que ceux qui avaient été contre Mao Zedong, ses idées d'ouvrir la porte à la critique, d'essayer de mobiliser la masse de nouveau, ce groupe-là, qui était important, estimait qu'il avait eu raison. C'est-à-dire que les campagnes, qu'il s'agisse du sans-fleur ou du gambon, avaient indiqué que Mao Zedong et ses notions avaient tort. Et donc, selon eux, la façon d'aller de l'avant était de resserrer le contrôle, resserrer la discipline, faire preuve d'un leadership intelligent pour que la Chine avance comme elle se doit de le faire.